Et puis à vos côtés, Nicolas Tarnot. Alors, bonjour, vous êtes auteur, entre autres, du guide Tout l'immobilier, mais aussi du guide du locataire, guide des prêts immobiliers. Vous êtes d'ailleurs cadre supérieur dans une société immobilière, mais plus pour les entreprises. Absolument. Sauf que vos guides s'intéressent aux particuliers. Les taux remontent, les taux d'emprunt immobilier. Est-ce qu'il y a une balance qui va se faire à ce niveau-là, à votre avis ? On constate effectivement depuis quelques mois une augmentation des taux d'intérêt qui ont un impact sur les prêts à taux fixe et à taux variable. Et effectivement, les gens, pour pouvoir continuer d'acheter, sont obligés de rallonger la durée des crédits. C'est-à-dire qu'hier, on empruntait sur 15 ans, voire 20 ans. Aujourd'hui, la moitié des prêts en Ile-de-France, c'est sur 25 ans. Aujourd'hui, il y a même des banques qui proposent sur 35 ans. Et demain, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, il y a des banques qui vont proposer sur 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est le seul moyen, dans un marché haussier, comme vient de le dire Jean-Michel Guérin, le seul moyen de pouvoir acquérir un logement, c'est effectivement l'emprunt. Et 90% des acquisitions immobilières en France sont financées par un emprunt. Tout le monde dit ça va arrêter de grimper, il y en a d'autres ça va bien diminuer, ça va stagner. Qu'est-ce qui va se passer, Nicolas, à votre avis ? Moi, comme l'a dit Jean-Michel Guérin, le marché est dicté par l'offre et la demande. Bon. Il y a bien un moment... Il y a un moment donné où effectivement l'acquéreur peut devenir insolvable, notamment les primo-accédants. Donc, aujourd'hui, c'est compensé par la durée des crédits qui s'allonge. Demain, si effectivement les salaires ne suivent pas une augmentation un petit peu supérieure à l'inflation, on risque d'avoir une insolvabilité des acquéreurs, et notamment des primo-accédants, qui ne pourront plus, on va dire, financer une acquisition. À moins de recevoir une donation ou d'avoir un apport personnel conséquent. Voilà. On va avoir des gens qui vont être surendettés très rapidement. Bien immobilier, quelle est la méthode ? Genre, je suis aujourd'hui, j'ai envie de faire l'acquisition. Nicolas, le guide de l'immobilier, c'est vous. Comment on fait ? Quelle est la démarche pour acheter un bien immobilier tout de suite ? La première démarche, elle est financière. C'est-à-dire combien je dispose d'apport personnel, quels sont mes revenus nets, quels sont mes autres crédits, pour que je puisse savoir exactement combien je peux emprunter. Je crois que c'est la première démarche. Et avec ça, sur quelle durée je veux m'engager ? Sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans ou plus. Donc vous allez savoir immédiatement, en fonction du taux d'intérêt auquel vous avez droit, ce que vous pouvez emprunter. Et avec cette somme-là, vous allez faire le tour des biens qui vous intéressent. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il faut prendre le temps. Les gens prennent le temps pour choisir une voiture, en essayant différentes marques, en s'informant auprès. Je pense qu'il faut faire la même chose pour un logement, parce qu'effectivement, on s'engage sur le long terme. Jamais acheter dans l'urgence. Jamais. Au contraire, il faut prendre une semaine de vacances, voire deux, voire des RTT. Mais il faut effectivement prendre le temps pour justement s'informer, et justement, d'autant plus que le marché est haussier. Donc de prendre encore plus de précautions pour éviter, je dirais, tout regret. Donc de faire le tour des professionnels, logement neuf, logement ancien, entre particuliers. Je crois qu'il faut prendre le temps pour savoir un petit peu quel est le prix en fin de compte du bien qui vous intéresse. Et en fonction de votre budget in fine qui aura été prévu auparavant, de voir effectivement si ça peut se balancer. Voilà. Une agence immobilière, Nicolas, est-ce qu'on peut faire des affaires même en passant par une agence immobilière ? D'abord, il faut relativiser parce qu'on entend par affaire. Est-ce qu'on peut le payer, on va dire, en dessous du prix moyen ? L'agent immobilier, c'est quand même un régulateur, c'est un intermédiaire. Il est là pour arranger deux parties. Donc, il est là ça reflète, on va dire, le prix du marché. Sauf excepté si un vendeur était pressé de vendre, il peut le faire par soi-même ou confier par un mandat auprès d'un agent immobilier. L'acquéreur paiera un bien au prix du marché, sauf si le vendeur est pressé de vendre. Ça, c'est le premier point. Ou s'il y avait, par exemple, beaucoup de travaux réalisés. Mais il ne faut pas penser que passer par un agent immobilier ou par un particulier, on fera forcément une bonne affaire. Je crois qu'il faut relativiser le mot affaire. On achète un logement, on s'engage, que ce soit une acquisition. Ne serait-ce que pour une première acquisition, par exemple, on pense aussi à la revente. On se dit, est-ce que si je le revends dans 10 ans, on n'a pas envie de on a envie de pouvoir rembourser le prêt, peut-être on parlera des financements tout à l'heure, de pouvoir acheter autre chose grâce à ce prêt. Enfin, il y a tout ça. Donc c'est pour ça que faire une affaire, au moins ne pas se faire avoir. Ça, il y a le moment de la revente, quand on saura exactement si on a réalisé ou non une plus-value. Et puis on peut très bien être dans une période où les prix seront baissiers, stables, où il y aura un problème sur le marché obligataire qui influencera les taux de crédit. Donc il faut éviter de se projeter trop loin. Je crois que ce qui est très important, c'est vraiment de bien budgéter son
son acquisition pour justement réduire tous les paramètres qui pourraient, on va dire, influer négativement au moment de la revente. Je crois que plus une acquisition est réfléchie financièrement, plus on diminue, on va dire, l'aléa. Quel est l'intérêt principal de passer par une agence? C'est lui qui s'occupe de toutes les démarches, c'est ça? Tout simplement, c'est que vous pouvez trouver un bien qu'il aura en mandat, donc en vente, que vous n'aurez pas directement auprès d'un autre particulier. Parce que... il se voit aussi, ça se voit, des gens qui vont sur particulier, qui vendent aussi en agence. Bien sûr. Mais qui ne vendent pas au même prix. Bien. Que faut-il faire? Donc, vous disiez tout à l'heure, Nicolas, il faut se dire d'abord combien je peux payer ce bien. Est-ce qu'il y a des aides à l'achat? Ça existe, des aides pour l'achat immobilier, des aides de l'État, par exemple, ou comment le faire, des prêts à 0%, par exemple. Quels sont ce genre de choses, Nicolas? Oui, si vous travaillez dans une entreprise privée de plus de 10 personnes salariées, vous avez droit au prêt 1% logement, qui est grosso modo 17 000 €, à un taux de 1%, entre 1 et 2%. Sur 15 ans. Vous avez droit au prêt au zéro, effectivement, si vous remplissez les conditions, ne pas avoir été auparavant propriétaire, si vous ne dépassez pas un certain plafond. De revenus. Voilà. Sinon, ensuite, il faut vous adresser en fait au marché bancaire, qui est, on va dire, suffisamment représenté et concurrentielle, parce que pour eux, c'est une clientèle captive. C'est-à-dire qu'en fait, les banques aujourd'hui, pour avoir un nouveau client, le seul moyen, c'est de l'attirer avec un crédit immobilier. Donc, ils sont prêts à proposer des formules extrêmement intéressantes, parce qu'ils se disent, cette personne-là, elle restera chez nous pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. D'accord, donc finalement, c'est plus intéressant d'aller voir une autre banque que la sienne pour avoir un crédit? Il faut faire jouer la concurrence. Là aussi. Oui. Il faut faire jouer la concurrence, quitte à revenir ensuite à sa propre banque, en disant, voilà, j'ai cette proposition, est-ce que vous êtes prêt à vous aligner ou pas? Est-ce qu'il faut passer, c'était la question d'Anne tout à l'heure, par un courtier? Est-ce que c'est intéressant de passer par un courtier et pourquoi? Parce qu'un courtier, c'est payant. Ça nous coûte entre 500 et 1000 € si on passe par un courtier, et c'est lui qui va négocier directement, pour rappeler le principe, auprès des banques. C'est intéressant? Oui, absolument. C'est intéressant pour les grands courtiers, ceux qui dominent le marché, parce que d'une part, ils se rémunèrent sur les frais de dossier que vous aurez à payer par ailleurs. De plus en plus, et là je le vois, ils ne font pas payer de frais de dossier, ils trouvent un accord de partenariat avec les établissements bancaires, donc ça c'est un premier point. Deuxièmement, comme ils ont un volume d'affaires très important avec toutes les banques, eh bien ils ont des conditions que vous pourriez ne pas avoir même dans votre propre banque. C'est-à-dire que j'ai vu des cas où effectivement quelqu'un auprès de sa banque a obtenu un meilleur taux via le courtier. Donc ça c'est un premier point. Et deuxièmement, il faut avoir du temps. Si vous n'avez pas de temps, c'est-à-dire à vous déplacer auprès des banques et vous informer sur toutes les conditions actuelles, eux, ils sont habilités à le faire, ils sont professionnels par excellence et par conséquent, eh bien justement, ils répondent à cette problématique très rapidement. On peut les mettre en concurrence, là aussi, les courtiers? Je vois pas l'intérêt, je pense. Il faut en choisir un, parce qu'ils travaillent avec... Comment savoir le meilleur? Parce qu'il y en a peut-être, s'ils ont justement, vous dites, ils ont des contrats avec des banques. Donc forcément, ils vont nous pousser vers certaines banques. Non, parce qu'en général, ils travaillent avec une cinquantaine de banques, voire plus. Donc je vois pas trop l'intérêt. Par contre, effectivement, de choisir les courtiers qui sont et de toute façon, acteurs le du courtier, marché. on ne le paye que lorsque la transaction est faite. On peut voilà, absolument. Il se rémunère sur les frais dossiers. Mais comme je vous dis, tout ça, c'est une affaire de négociation. Alors, taux fixe, taux révisable, Nicolas, peut-être? Un taux fixe, c'est que votre crédit est indexé sur un taux qui ne changera pas du début à la fin. Le taux révisable, il sera indexé sur justement un index, sur un indice, ce qui est le Ribor en fait, qui est donc on va dire le loyer de l'argent du marché interbancaire à 3 mois, 1 mois, 1 an. Et effectivement, plus on prend un prêt à taux révisable, plus les fluctuations peuvent... Mais c'est intéressant ou pas? C'est ça en général, elles sont plus intéressantes dès le départ. Et donc, ça c'est à prendre en compte. Par contre, pour un prêt de très longue durée, je pense qu'il faut effectivement le prendre en compte et justement savoir quel serait le butoir maximum auquel le taux du crédit ne pourrait pas dépasser. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui vous avez un taux variable à 3%, de savoir que dans le pire des cas, il ne pourrait pas dépasser 5%. Voilà. Colette Arnaud, auteur du guide Tout Immobilier, entre autres également guide du locataire, guide des prêts immobiliers, et vous êtes cadre supérieur dans une société immobilière.